La Dreamcast, c'était une console qui avait déjà un pied dans le futur, un modem intégré, du jeu en ligne, une carte mémoire avec un écran. Sega avait mis l'an 2000 dans une boîte, pendant que beaucoup cherchaient encore où brancher la prise Péritel. Mais aujourd'hui, on va pas parler de son modem, on va parler du GD-ROM. Le GD-ROM. Oui, moi aussi j'ai des ROM. Ah non, lui, il avait surtout 1 gigaoctet, enfin presque. Et aujourd'hui, tu vas voir comment Sega a réussi à faire tenir bien plus de données qu'un CD classique sur un disque qui lui ressemble comme un jumeau poli. Poli parce que sa surface brille, et presque au sens bien élevé, puisqu'on verra qu'il laisse rentrer votre PC dans le vestibule avant de lui claquer la porte au nez. On va voir aussi pourquoi le lecteur de la Dreamcast ne lit pas toutes les données au même débit, pourquoi ce format semblait malin, presque élégant, et pourquoi malgré ça, il n'a pas empêché le piratage comme Sega l'espérait. Et si à la fin de cette vidéo, tu regardes plus le GD-ROM comme un simple CD avec un nom prétentieux, tu t'abonnes. Sinon, tu t'abonnes pas, mais tu viens pas me pomper l'air dans les commentaires en disant que je fais la manche. C'est le pacte. Le GD-ROM pour Gigabit Disc a été développé par Yamaha pour Sega. L'idée en gros, c'était quoi? Éviter de rester coincé au simple CD-ROM qui commençait à devenir un peu étroit pour les jeux de la fin des années 90, sans pour autant basculer tout de suite vers le DVD, encore plus coûteux à intégrer à l'époque. En clair, Sega voulait un support qui fasse plus cher qu'un CD, moins cher qu'un DVD, et si possible un peu propriétaire, histoire de compliquer la copie. Sur le papier, c'était pas idiot, et physiquement, le GD-ROM il ressemble énormément à un CD. Même diamètre, même allure générale, même petit air de support optique inoffensif qui traîne dans une boîte en plastique, mais à l'intérieur, c'est pas rangé pareil. Déjà, faut casser une image un peu trompeuse. Quand on parle d'un disque optique, on dit souvent il y a des trous. En vrai, personne n'a jamais pris une perceuse miniature pour aller forer Sonic Adventure. Il y a des minuscules creux qu'on appelle les pits, séparés par des zones plates, les lens. Et surtout, un pit, c'est pas juste un 1 et un lens un 0. Ça serait beaucoup trop simple. Le lecteur, il observe surtout les changements, les transitions, le moment où on passe d'un creux à une bosse, ou l'inverse. Autrement dit, le disque, il n'est pas lu comme une feuille de papier perforé, il est lu comme une sorte de rythme gravé dans le plastique. Le laser, il suit la partition, et cette partition se trouve sur une seule piste continue en spirale, qui commence près du centre, et qui s'enroule jusqu'au bord, comme un vinyle, mais sous microscope. Pour comprendre à quel point c'est petit, on va zoomer par étapes. D'abord, un cheveu. Pas besoin de l'arracher. Un cheveu déjà tombé fera très bien l'affaire. En rétronécrevisse ne cautionne toujours pas la maltraitance capillaire. Un cheveu humain, c'est très fin. Pourtant, à l'échelle d'un disque optique, c'est presque une poutre. Sur un CD classique, l'écart entre deux passages voisins de la spirale est d'environ 1,6 micromètres. Dit autrement, sur l'épaisseur d'un cheveu, on pourrait faire passer plusieurs dizaines de tours de piste côte à côte. Là déjà, on commence à sentir que le disque écrit petit. Ensuite, un globule rouge. On descend d'un cran. Un globule rouge, c'est déjà minuscule, beaucoup plus petit qu'un cheveu. Et pourtant, il reste encore plusieurs fois plus large que l'espace entre les pistes d'un disque. Donc même lui, à cette échelle, il commence à faire un petit peu encombrant. Alors on descend encore jusqu'à une bactérie. Une petite bactérie, c'est de l'ordre du micromètre. Là, enfin, on commence à jouer dans la bonne cour. À ce niveau-là, le cheveu, c'est plus un cheveu, c'est un tronc d'arbre. Le globule rouge, c'est déjà un beau ballon. Et la bactérie, elle commence à avoir une bonne taille pour discuter sérieusement avec la piste du disque. Le GD-ROM, lui, il reprend le principe du CD, mais en resserrant tout. Chez Sega, quelqu'un a regardé le disque et s'est dit « Ah, mais c'est bon, il reste encore beaucoup de place, chiche, on resserre tout !» Les passages de la spirale sont plus rapprochés et les motifs enregistrés le long de la piste sont plus compacts. Sega n'a pas agrandi le disque, ils ont écrit plus petit, ils ont resserré les lignes et ils ont demandé au lecteur de suivre ça sans trembler. Voilà comment un support qui ressemble à un simple CD peut contenir beaucoup plus de données. Pas autant qu'un DVD évidemment. Le DVD, il jouait dans une autre catégorie. Mais pour la fin des années 90, sur une console Sega, c'est déjà une belle démonstration. Et c'est là qu'on en vient à un point important. On dit parfois que le GD-ROM était plus fragile. Ah, moi je nuancerais, le plastique il n'est pas forcément plus faible, c'est pas un disque en sucre glace. En revanche, quand on écrit plus serré, on laisse moins de marge à la lecture. Une rayure, une petite poussière, un disque fatigué, un lecteur qui vieillit, tout ça devient plus embêtant quand le laser doit suivre une écriture déjà très dense. Donc le GD-ROM, il n'est pas nécessairement plus fragile, il est plus susceptible, il tolère moins bien qu'on le traite comme un dessous de verre.
Et 25 ans plus tard, avec un lecteur qui a déjà vu passer des centaines d'heures de jeu, la Dreamcast peut parfois donner l'impression qu'elle démonte du gravier. Ce n'est pas toujours qu'elle souffre, parfois elle lit juste très petit avec des lunettes sales. Mais le plus intéressant, c'est pas seulement la taille de ce qui a été écrit, c'est aussi la façon dont le disque tourne. Et là, on arrive à quelque chose que beaucoup de gens mélangent, la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Pour faire simple, imaginons un manège. Il y a un enfant qui est installé près du centre et un adulte assis tout au bord. Ils terminent leur tour en même temps, ils ont donc la même vitesse angulaire et ils tournent à la même cadence. Mais celui qui est au bord, il parcourt un cercle beaucoup plus grand que celui qui était au milieu. Il fait donc plus de distance dans le même temps. Sa vitesse linéaire est plus élevée. Sur un lecteur de CD classique, on cherche à garder la vitesse de défilement des données à peu près constante devant le laser. Quand le laser est près du centre, le disque tourne plus vite. Puis plus il avance vers l'extérieur, plus le moteur ralentit. C'est ce qu'on appelle la vitesse linéaire constante. En gros, le disque adapte sa rotation pour que les informations arrivent au lecteur à un rythme régulier. La Dreamcast, elle fait autrement. Son lecteur de GD-ROM, il fonctionne en vitesse angulaire constante. Autrement dit, le disque garde sensiblement la même cadence de rotation. Et du coup, plus on s'éloigne du centre, plus la surface du disque défile vite sous le laser. Voilà pourquoi les données placées vers l'extérieur peuvent être lues plus rapidement. Le bord du disque, il devient une sorte de voie rapide. Le centre, lui, il reste une route plus tranquille. C'est un point très élégant à raconter parce qu'il donne presque une géographie au disque. Le centre n'a pas le même rythme que la périphérie. Toutes les données n'habitent pas le même quartier. Et justement, le GD-ROM est organisé en plusieurs zones. Près du centre, il y a une toute petite partie à densité plus classique qui est compatible avec le format CD. C'est une sorte de hall d'entrée, une zone que certains lecteurs classiques pouvaient reconnaître. Et c'est là qu'on pouvait trouver un avertissement audio expliquant en substance que ce disque n'était pas destiné à être lu comme un CD ordinaire. Parfois, il y avait aussi des bonus, des images, des fichiers visibles sur ordinateur. Puis, un peu plus loin, arrivait la grande zone, la zone haute densité, la vraie réserve, le cœur du jeu, la partie sérieuse. C'est ça qui est presque drôle. Un PC pouvait parfois voir le disque sans vraiment pouvoir lire ce qui comptait. Il entrait dans le vestibule, il regardait autour, et quand il essayait d'aller un peu plus loin, le GD-ROM lui disait poliment « Non, monsieur, la réception c'est là, la suite ne vous concerne pas ». Et évidemment, cette organisation servait aussi à compliquer la copie. Un graveur de CD classique, il pouvait pas reproduire la zone haute densité d'un GD-ROM comme ça, tranquillement, un dimanche après-midi entre le café et les biscuits. Sur le papier, c'était bien vu. Sauf que l'histoire de la Dreamcast, c'est aussi une histoire profondément Sega. Donc forcément, il y avait un petit grain de sable dans la machine. Le format lui-même était difficile à recopier à l'identique. Mais la console, elle pouvait accepter d'autres types de disques, notamment les 1000 CD. Et c'est par là qu'une partie du piratage est passée. Pas en copiant parfaitement le GD-ROM, en le contournant, en compressant les vidéos, en réduisant certaines données. On bricolait, on faisait rentrer le jeu dans un CD-R classique. Donc Sega avait mis une serrure très sérieuse sur sa grande porte. Mais la maison avait une fenêtre entrouverte. C'est presque poétique et un peu tragique. Autre question. Est-ce qu'un GD-ROM il tourne dans le même sens qu'un CD? Oui. Vu côté de l'étiquette, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vu depuis le bloc optique, donc par-dessous, il tourne dans le sens inverse. Et non, Sega n'a pas fait tourner son disque à l'envers juste pour donner à Dreamcast un supplément de futur. Et tant qu'on parle de rotation, il faut forcément regarder la spirale du logo Dreamcast, parce qu'elle ressemble furieusement à la piste d'un disque optique. Mais officiellement, elle était censée évoquer quelque chose de beaucoup plus grand, l'immensité de l'espace et le potentiel sans limite de l'être humain. Rien que ça. Chez Sega, même le logo ne venait pas simplement vendre une console, il venait annoncer l'avenir de l'humanité. Évidemment, avec un lecteur appelé GD-ROM juste en dessous, on a très envie d'y voir aussi la spirale du disque. Même forme, même console, tout semble presque trop bien. Mais aucune source connue ne confirme que le logo représente spécifiquement le GD-ROM ou son sens de rotation. Le lien est séduisant et même visuellement évident, mais il reste une interprétation. Officiellement, la spirale regardait vers l'infini, pas vers le bloc optique. Au fond, le GD-ROM il résume assez bien la Dreamcast, une idée maligne, un objet élégant, un choix technique intermédiaire, ni banal, ni totalement dominant, un support qui cherchait à faire mieux que le CD, sans aller jusqu'au DVD, un disque qui avait l'air familier, mais qui écrivait plus petit, plus serré, avec une logique de lecture bien à lui. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'en souvient autant, parce qu'il ne ressemblait pas juste à une étape de plus, il avait une personnalité. La prochaine fois qu'une Dreamcast se mettra à chanter pendant un chargement,
Pense à tout ça, à la spirale, aux cheveux, aux globules rouges, à la bactérie, à la voie rapide au bord du disque. Et à cette drôle d'époque où Sega essayait encore de fabriquer le futur avec les moyens du présent.